Donc effectivement, Annie Genevard m'a demandé de la représenter aujourd'hui pour évoquer un petit peu ce qu'on a essayé de construire autour de l'économie résidentielle et de l'économie présentielle, compte tenu du contexte qui est le nôtre. Donc je vais donner un petit peu, je vais nous resituer géographiquement. Donc le Pays horloger, c'est un espace de projet qui a été créé en 1996. Donc c'est dans la foulée de la loi d'été à l'époque qui voulait préfigurer l'intercommunalité à l'époque. Donc notre territoire s'est consolidé de cette matière-là. C'est 78 communes, 5 intercommunalités à l'intérieur, hein, si on reprend l'organisation des territoires en France, sur un territoire de 760 km², finalement à peine plus petit que le canton de Neuchâtel, si on met les choses en rapport. Par contre, 42 559 habitants et 55 habitants km². Là, il n'y a pas de point de comparaison possible. On est plutôt dans un territoire à dominante rurale. C'est maillé de petits bourgs. La plus grande ville, c'est Morteau, qui est à peine en dessous de 7000 habitants aujourd'hui. Pour resituer un peu nos enjeux, on est dans un secteur de montagne qui est plutôt rural et qui, jusque dans les années 2000, comme la plupart des régions de montagne à dominante rurale, a tendance à plutôt perdre des habitants. Mais au tournant des années 2000, il y a un élément extérieur qui change radicalement le contexte. Il y a l'entrée en vigueur des accords bilatéraux entre la France et l'Union européenne. À ce moment-là, il y a une grande facilitation de l'emploi frontalier. Donc, des habitants du territoire peuvent aller très facilement de l'autre côté et y compris des habitants d'autres régions qui arrivent chez nous peuvent aller travailler en Suisse beaucoup plus facilement. Donc là, on a une vraie rupture. À partir de là, on a une croissance de la population qui s'installe à nouveau. On est à un rythme depuis le début des années 2000 qui est à un peu plus de 1% par an. Pour un territoire qui auparavant perdait des habitants, c'est quand même un changement assez radical. Et puis, donc, sur la période, donc, depuis l'entrée en vigueur des accords bilatéraux, le nombre de frontaliers a largement plus que doublé dans le territoire. On en a maintenant un peu plus de 10 000. Alors, nous, ça nous pose un certain nombre de questions, tout ça. On a, de notre côté de la frontière aussi, du côté français, on a une industrie qui est principalement horlogère, ou dans la sous-traitance horlogère, ou dans le traitement des métaux précieux. Donc, tout comme l'industrie qui est de l'autre côté de la frontière, on est sur des marchés qui ne sont donc pas linéaires. La ville de La Chaux-de-Fonds et du Loc le savent parfaitement. On a aussi une très forte concurrence avec des territoires de proximité, donc en l'occurrence ceux de l'autre côté de la frontière, sur un certain nombre d'emplois. Concurrence sur les métiers, on a des vrais métiers en tension, on a du mal à recruter. Il y a une concurrence sur les salaires, sur laquelle la France a du mal à s'aligner, donc on a des pertes de compétences, on a du mal à maintenir notre secteur productif de fait, puisqu'on a beaucoup de mal à pourvoir en main-d'œuvre nos industries. On a la sensibilité à la conjoncture de part et d'autre, c'est-à-dire qu'on n'a pas un amortisseur parce qu'on a un secteur d'économie différent qui est majoritaire. Lors de la dernière crise, c'était en 2008, ça n'a pas duré extrêmement longtemps, mais en quelques mois, on a eu une augmentation du nombre de chômeurs de plus de 117%. Ça s'est résorbé ensuite, mais c'est des chocs qu'on peut connaître en quelques mois. On a une démographie qui est dynamique du fait donc de cet apport de population extérieure et de frontaliers, qui est quelque chose qui est pratiquement subi, puisque finalement on ne choisit pas qu'ils arrivent. Au début, quand le phénomène a commencé, on en était très heureux. Ça nous a permis de maintenir un certain nombre de commerces, ça nous a permis de maintenir des services publics. Maintenant, aujourd'hui, on voit que ça se traduit par un mitage à toute vitesse du paysage. On voit que nos petites communes ne sont pas outillées pour faire face en matière de plans d'urbanisme, de plans locaux. Et on voit aussi que ça a un impact sur les mobilités, puisqu'on a des trafics qui augmentent. Et comme on est dans une zone rurale un peu éparse, on n'a pas de transport public efficace pour y faire face. Donc on a un quasi-monopole de la voiture individuelle. On a aussi, du fait de l'arrivée des populations qui viennent pour travailler en Suisse, un vrai déséquilibre qui s'installe, c'est-à-dire que c'est des populations avec un écart de pouvoir d'achat qui est extrêmement importante et qui va se traduire par quelques tensions dans la population qui sont naissantes aujourd'hui et de plus en plus présentes.
Et puis, d'un point de vue local, on voit aussi qu'on a une offre fragile, qu'on arrive à consolider un peu ça. Le commerce de proximité, les services publics, comme dans toutes les zones rurales, sont menacés, ont tendance à être en déprise. Voilà. On a des pôles plus importants, je vais y revenir juste après, tout autour de nous. Et puis, on a aussi une solidité aujourd'hui, depuis plusieurs années, un taux de change qui est assez favorable pour notre commerce. Donc là, une fuite des territoires voisins dans notre direction, puisqu'on a quand même 2 flux. Donc c'est un territoire qui est dépendant, mais qui arrive et qui a cet apport de population. Ce qu'on aimerait faire, c'est comment faire au mieux pour que cet apport de population, à fort pouvoir d'achat, ça se traduise par de la vitalité économique et de la richesse de notre côté. Alors, je vais revenir rapidement sur la question de ce que j'avais évoqué, les aires d'influence. Donc, de notre côté, on a un réseau de petits pôles locaux. On a Morteau, principalement, et puis après, des petites villes qui ont une petite base de commerce, donc une petite base d'école, une petite base de services, voilà, où les gens peuvent se rendre. Mais on n'a pas de pôle majeur, hein, comme on en voit tout en haut. On a Montbéliard au nord, Pontarlier au sud. On a Besançon un peu plus loin qui n'apparaît pas sur cette carte, qui arrive à drainer aussi, pour certaines fonctions supérieures, des populations qui donc s'absentent de notre territoire. On a, alors je pense particulièrement en matière de commerce, Pontarlier, qui est un outil commercial gigantesque, qui nous draine des populations à l'extérieur, donc qui ne consomment pas chez nous. Et puis, alors là, c'est une carte qui m'a été produite par l'INSEE. Donc l'INSEE n'étudie pas la Suisse, donc elle ne s'étend pas du côté suisse. Ceci dit, sur une approche en matière de services et de commerce, c'est quasiment une forme de réalité. Il n'y a pas d'usage des habitants du côté français, de consommation du côté suisse, ou alors de manière extrêmement marginale, pour des raisons de coût en particulier. Alors, je parlais des questions de mobilité dans notre territoire. Donc là, on a voulu représenter les flux sortants en matière depuis donc, le domicile vers les lieux de travail. Donc là, on voit très nettement les choses. On a des gens qui vont travailler majoritairement donc, dans les gros pôles que sont la Chaux-de-Fonds et le Locle. On a aussi dans le canton de Berne et du Jura quelques sorties, et puis un peu jusqu'à Neuchâtel. Donc on a des gens qui se déplacent sur des trajets plutôt longs chaque jour, pour ensuite, on a le flux inverse évidemment, qui nous ramène de la rémunération. On a un véritable de fait, un usage de la frontière qui est extrêmement fonctionnel, c'est-à-dire que les gens ne la franchissent quasiment que pour travailler, et ensuite revenir le soir chez eux. Le mode de transport, c'est 97% de la voiture individuelle, donc on voit ce que ça peut générer comme flux, voilà, qui peuvent être pris comme des nuisances également, qui sont des flux des postes de dépenses qui sont considérables. On voit aussi, et ça c'est intéressant pour notre développement de territoire, que finalement le secteur dans lequel les gens qui sont frontaliers est relativement localisé. On a une bande de la frontière ici, que les gens en franchissent peu. Donc on est quand même sur une zone de 15 km de la frontière à peu près. Après on a une vallée, la vallée du Dessoubre, qui n'est pas que les gens ne franchissent pas parce qu'elle est compliquée. C'est à nouveau comme la vallée du Doubs, une grande vallée à descendre, à remonter par des petites routes. On a une zone où ça s'étend un peu plus loin de la frontière, et là on aperçoit vraiment l'effet de la 4 voies qui va qui remonte vers Besançon. Donc là on voit aussi qu'on a des flux qui se localisent le long d'axes qui sont plus faciles à pratiquer. Donc ça, c'est vraiment un des effets frontières qu'on a. Alors malheureusement, je n'ai pas repris les flux entrants domicile-travail, mais qui montrent un phénomène assez différent, qui est, de fait, cette fois-ci, on va s'éloigner de la frontière, faire des flux qui vont aller vers Morteau et Villers-le-Lac. Ça s'explique par le fait que cette arrivée de population à très fort pouvoir d'achat fait monter les prix aujourd'hui du foncier et des loyers, et qui rend des gens qui vivent sur le territoire et qui y travaillent dans des situations qui les met dans une situation bien plus difficile parce qu'ils sont confrontés à des prix qui sont extrêmement élevés et qui sont plus accessibles à des gens qui ont des salaires de niveau suisse. Donc ça, on a un effet qui pour nous est un peu pervers, c'est que chaque jour on met tout le monde sur les routes finalement, au lieu d'avoir une localisation proche des lieux de travail. Donc ça, c'est un enjeu à travailler sur lequel on a finalement assez peu de levier. Voilà. Donc ça repose un peu le contexte de notre territoire. On est en montagne. Malgré tout, on a une population qui arrive, qui s'installe sur notre territoire, qui construit, qui va travailler en Suisse, donc qui ramène des revenus très importants. Quand je dis très importants, on y reviendra juste après, mais
On est la 7e zone d'emploi de France en termes de revenus fiscal par habitant. Donc, juste avant nous, il y a Versailles et juste après, il y a Saint-Germain-en-Laye. Ça donne un petit peu, voilà, ça donne un petit peu une description et un peu, ça nous remet sur un petit peu en matière le contexte en place. Et malgré tout, on a côté français une industrie qui existe encore, c'est plusieurs milliers d'emplois. Et on a une économie de services qui tend à se construire. Donc c'est là-dessus que nous, on essaye de travailler. Donc là, je vais vous évoquer un petit peu la question de la structure de l'emploi. Alors, on est, nous, tout en bas, pays horloger. On voit qu'on a essayé on a travaillé avec ça, avec l'INSEE et l'ARD, essayer d'identifier sur la structure de l'emploi dans nos territoires, quels emplois relèvent de la sphère présentielle, donc tout ce qui va relever, tous les emplois qui sont liés à la présence des habitants, c'est-à-dire tout ce qui est des emplois de service, des emplois de commerce, des emplois dans le tout, à présence des habitants, en présence de personnes en fait, des emplois de commerce, des emplois de service, des emplois de tourisme, et puis la part des emplois qui sont liés à des choses plus productives, c'est-à-dire tous les emplois qui se situent dans l'industrie, qui se situent ou dans l'agriculture, principalement, qui sont nos deux secteurs principaux chez nous. Et donc, ce qu'on voit, c'est qu'on a une progression globale. Ça, on a fait des comparaisons en France. On a une progression globale de l'emploi présentiel en France aujourd'hui, qui est liée au fait que les gens il y a des habitudes de consommation qui sont de plus en plus étendues. Et aussi, on parle de désindustrialisation en France. Ça se traduit aussi de cette manière-là aujourd'hui. C'est-à-dire que là, comme on est sur une base globale, on a bien une base qui rétrécit et puis une autre qui s'élargit petit à petit. Alors, on voit que dans notre secteur, on a plutôt une part productive qui est plus importante que dans d'autres territoires. Ça s'explique par le fait qu'on ait peu d'administration, qu'on ait finalement une offre de services relativement faible, qu'on est rural, mais aussi parce qu'on a un secteur industriel qui reste relativement important de nos jours. Alors, ça, c'est assez intéressant de voir cette manière-là. Après, on a essayé de voir aussi ce qui permet, avec cet apport de nouvelles populations, avec fort pouvoir d'achat, ce qui permet, pour nous, ça nous donne une base résidentielle, une base qui est assez forte, malgré tout. Mais comment est-ce qu'on traduit ça un peu en économie réelle, entre guillemets, en emploi, en revenus, pour notre territoire? Alors, là-dessus, on n'est pas extrêmement bon. Alors, on a travaillé toujours avec l'INSEE et l'ARD pour essayer de voir, de dégager le revenu marginal qui permet de créer un nouvel emploi. C'est-à-dire, en gros, quand on fait un nouvel apport de revenus sur le territoire, soit parce qu'il y a une nouvelle population, soit parce que les revenus de la population augmentent, de combien est-ce qu'il faut que ce revenu augmente dans le territoire pour que se crée un nouvel emploi sur le territoire. Donc on a pris comme base de référence les revenus fiscaux, c'est-à-dire les revenus que les gens déclarent quand ils font leur déclaration de revenus, divisé par la population, et puis on a regardé l'accroissement de ce revenu fiscal. Il est relativement important, puisque sur la période de référence de 5 ans qu'on a considéré, on est au-delà de 6% de croissance de ce revenu fiscal. Et puis, si on le traduit en euros, c'est 160 millions d'euros de revenus supplémentaires sur le territoire sur la période de référence, donc 99-2008, qui est un peu plus que 5 ans. Donc. Et puis, on voit que dans le même temps, il y a environ 1000 emplois qui se créent dans la sphère présentielle sur le territoire. Donc, ce qu'on en conclut, c'est qu'il faut 154 899 euros de plus sur le territoire pour qu'un nouvel emploi se crée par la dépense des habitants. Ce qui n'est pas très bon, parce qu'on voit que dans des zones limitrophes de la nôtre, il faut 55 000 euros. La moyenne en Franche-Comté, c'est 54 000 euros de revenus supplémentaires pour qu'un nouvel emploi se crée. Et sur des zones d'emploi comparables, c'est-à-dire des zones frontalières à dominante industrielle, qu'on a pris comme zone de référence et de comparaison par rapport à notre territoire, qui était peut-être plus pertinent, qui sont des zones comme celle de Saint-Louis, près de Bâle, de Wissembourg, près de la frontière allemande de Thionville ou de Longwy, au bord du Luxembourg. On a aussi cette même difficulté à capter les revenus locaux. 3 minutes, j'arrive à la fin. Quasiment, j'arrête peu de parler de tourisme. Donc ça, c'est quelque chose qui nous montre qu'on n'est pas très très bon pour capter ça. Alors pourquoi ? Ça, c'est la vraie question. On ne sait plus.
On a eu du mal à l'imaginer. On voit qu'il y a un vrai poste de transport qui est très important pour les ménages, les postes d'habitation est très fort et il y a la présence des pôles autour. Donc c'est à nous aujourd'hui de construire une offre de commerce plus importante. Alors l'autre chose dont je voulais vous parler, donc, parce qu'il fallait que je vous parle de tourisme un petit peu, puisqu'on parle de présentiel, on s'est demandé combien on a voulu caractériser un peu le tourisme sur notre territoire, puisque c'est un levier de croissance. Aujourd'hui, on l'a peu exploité. On se vit comme un territoire présent, comme un territoire productif, donc d'industrie, d'agriculture. Et le tourisme, on l'a peu investigué. Et puis, le Jura n'est pas réputé être très touristique. Donc, on a travaillé avec l'Observatoire régional de tourisme. On a identifié le nombre de lits touristiques, 9359. Seulement, on voit qu'il y en a l'essentiel dans le secteur non marchand, donc les résidences secondaires. Donc, quelque chose qui est moins créateur d'emplois pour nous, puisque c'est des gens qui vont dans leur maison et qui sont mobiles de cette manière-là. Alors ça, c'est donc ce qu'on identifie comme étant les lits non marchands. Donc si on globalise, ça fait 727 000 nuitées touristiques en 2009, dont 302 000 sont marchandes simplement. Et puis, pour avoir une idée du montant du tourisme, ça ne représente que 4,6% de l'ensemble des unités sur le territoire. Et donc là, c'est là que ça devient intéressant, c'est quelles sont nos retombées touristiques aujourd'hui. On voit que les touristes, globalement, ils dépensent en gros 30 millions d'euros sur le territoire, ce qui fait 41,3 euros par personne. Donc l'idée, c'est d'essayer de travailler aussi pour qu'ils dépensent un peu plus, voir comment on peut maximiser ces revenus. Et on voit aussi que finalement, ça reste marginal, mais c'est un petit plus. C'est 4,5% de la consommation de la population résidente. Et donc, on a essayé tout ça de le chiffrer. Voilà. Et donc, c'est 22,6 millions d'euros qui sont produits dans les entreprises touristiques. Et c'est de la moitié de la production réalisée dans les hébergements. Donc, c'est l'idée d'aller travailler beaucoup plus sur l'idée d'améliorer l'hébergement. Donc, voilà, je vais passer un peu vite pour le coup pour avoir le temps de conclure. Donc, l'emploi, c'est 268, c'est pas beaucoup. Essentiellement dans l'hébergement, mais seulement 3,6% dans le territoire. Nous ne sommes pas touristiques, donc les actions qu'on peut avoir parce que ça, c'est un observatoire qu'on a fait il y a 4-5 ans, l'idée, c'est comment on travaille pour que cette économie résidentielle et présentielle, ça se transforme en revenus et en emploi. Donc c'est l'amélioration de nos zones commerciales. Ceux qui sont allés à Morteau ont vu l'arrivée de cet intermarché géant. Il y a les actions spécifiques sur les centres-villes pour qu'ils puissent garder une base de services et une base de commerce globale. Il y a l'idée de défendre et optimiser donc les offres, le service d'intérêt général, donc les maisons des services, mais aussi l'offre médicale, etc. C'est l'attractivité du territoire. Et en matière de tourisme, améliorer l'offre, accompagner les hôteliers sur la question des transmissions reprises, qui est notre vrai point faible aujourd'hui, améliorer la lisibilité de l'offre, donc créer une destination réellement, c'est-à-dire que les gens sachent qu'aujourd'hui, le Jura et notre secteur du Jura est une région qui peut être touristique. À part ça, donc pour ça, on crée des produits originaux et attractifs. On a créé les chemins de la contrebande, qui sont des choses novatrices, innovantes en matière de produits touristiques. Et puis, on veut renforcer notre investissement touristique à travers un contrat de station pour améliorer globalement notre offre touristique. Voilà pour les grands axes. Je vous les traite. Merci beaucoup, Nancy. Vous avez parlé du revenu moyen marginal qui permettait de créer un emploi. Donc, si j'ai bien compris, ça veut dire que dans votre pays horloger, il faut énormément de revenus pour arriver à transformer. Ça coûte très cher de transformer du revenu en emploi. Alors, c'est pas que ça coûte très cher. Ce qu'on voulait voir, c'est c'est pas tout à fait ça qu'on a observé de cette manière-là. Ça ne nous coûte pas à nous. Nous, ce qu'on a mesuré, c'est l'accroissement de revenus qui existe sur le territoire. Voilà, et on a après segmenté, on a divisé en gros par le nombre d'emplois créés, et on s'est aperçu que ce revenu est peu générateur d'emplois. C'est ça que ça dit. C'est-à-dire que chaque fois qu'on gagne 150 000 euros de revenus parce que la population augmente ou parce que le revenu augmente de cette population, dès qu'on passe une barre de 150 000, on crée un emploi. C'est une moyenne. Hein. Voilà. Donc ça montre qu'on est peu créateur d'emplois. On a du mal à les capter, nous, pour que ça se transforme en emploi. Est-ce que pour aller plus loin, il ne serait pas utile de vraiment plus travailler avec le côté suisse aussi, pour voir qualitativement ce que les gens seraient amenés peut-être à dépenser plus, c'est-à-dire les gens qui travaillent du côté suisse,
qu'est-ce qu'ils attendraient plus de la région en termes d'économie locale? Alors ça, on ne l'a pas creusé encore. Nous, on a posé le constat au début. Là, on travaille sur cette question-là. Alors, ce qu'on sait, c'est qu'on regarde les habitudes de consommation. On a des gens, une population qui n'hésite pas à faire un nombre de kilomètres très important pour travailler. Du coup, on voit qu'ils n'hésitent pas à faire la même chose pour consommer. Donc, on a des pôles de commerce et d'offres très diversifiés, très riches à proximité. Ils n'hésitent pas à partir. Et ça, après, il faut réussir à faire venir les enseignes qui les intéressent ou l'offre culturelle qui peut les intéresser sur nos territoires. Et après, on sait aussi qu'ils ont des postes de dépenses qui sont peu créateurs d'emplois pour nous aussi. Bon, et ça, je ne sais pas quel levier on peut avoir. Par exemple, c'est le poste des transports et de l'acquisition d'automobiles. Ça, aujourd'hui, c'est des dépenses très importantes pour eux. Et ça, arriver à le transformer en flux et en richesse locale n'est pas évident. Est-ce que vous avez mis des indicateurs pour mesurer les effets de ces mesures que vous êtes en train de prendre? Et si oui, est-ce que vous avez déjà les résultats? Alors, pas encore, parce que là, je vous ai présenté le niveau de l'état zéro qu'on a fait en 2011. On s'était dit qu'on referait tout ça, donc les indicateurs, c'est un peu tout ce qu'on vous a présenté, et qu'on referait un état donc 5 ans après, donc en l'occurrence l'année prochaine, pour regarder quelle est la progression des mesures qu'on a mises en place.